Donc on va parler d'un outil qui se développe de plus en plus actuellement, qui relève de ce qu'on appelle les chatbots. Et avant les chatbots, on a vu se développer ce qu'on appelle des agents virtuels. Je vais vous préciser ce que c'est que ces agents virtuels dans quelques instants. Et le but de cette recherche-là, c'est de renseigner les managers sur la pertinence ou pas d'investir dans ce qu'on va appeler des agents virtuels, qu'on peut également appeler agents intelligents, agents incarnés. Donc l'objectif, je vous l'ai mis sur cette slide, c'est d'évaluer si ces agents virtuels peuvent apporter une valeur ajoutée aux managers, notamment à travers une variable sur laquelle on travaille beaucoup en comportement du consommateur, qui est la variable confiance. On va voir que sur Internet, il y a toujours un problème de confiance qui se pose. Comment résoudre éventuellement ce problème de confiance en recourant à ces agents virtuels? Donc ça va être un des objectifs. Et puis on va voir, au-delà de la confiance, si ces agents virtuels peuvent être à l'origine de comportements souhaités par le manager. Donc c'est ce que j'ai résumé, démontrant l'effet des agents virtuels sur les intentions comportementales des internautes. Alors un agenda, très classique, vous le connaissez bien quand on fait une recherche, en quelques mots, un passage par la revue de littérature, ce qu'on appelle l'état de l'art, pour en dégager des grandes questions, des hypothèses en l'occurrence, puis une méthodologie qui sera plutôt quantitative, là, qui va relever de ce qu'on appellera l'expérimentation, les résultats, la discussion, et puis enfin, finalement, qu'est-ce qu'on dégage de tout cela, c'est-à-dire les implications, limites, perspectives. Bon, très classique. Alors, en introduction, il y a cette idée que, quand on regarde à peu près les études que réalise régulièrement la FEVAD, on constate toujours qu'il y a une sorte de défiance d'une partie des acteurs pour aller acheter sur Internet. Les raisons de la défiance sont toujours les mêmes. Que fait-on de mes données personnelles? Comment vont-ils être exploités? Et puis surtout, défiance vis-à-vis d'un éventuel piratage de votre carte bleue. Donc, consommateurs toujours un petit peu réticents, cette réticence augmentant avec l'âge des consommateurs, ce qui n'a rien de surprenant. Donc on a ces entreprises qui sont sur le web, qui commercialisent sur le web et qui se disent comment je peux rassurer mon client, mon prospect. Alors il y a plusieurs façons de rassurer un client. On peut recourir à des organismes de certification. Vous les connaissez, on met un petit logo PayPal, ça a un effet sur certains, ça n'a pas d'effet sur d'autres. On peut avoir recours à de la certification par des tiers, des avis clients, tout ça est envisageable. Nous, ce qu'on a décidé de tester dans cette recherche, c'est l'utilisation donc de ce que je vous ai nommé comme étant des agents intelligents, des agents virtuels, que je vais vous définir bien sûr, et de nous dire est-ce que ça ne serait pas une autre façon de générer de la confiance quand un internaute surfe sur le web et qu'il rencontre un agent virtuel. Est-ce que l'échange qui va naître entre deux ne peut pas être gage de confiance, de réassurance et donc à la fin de comportements qui soient favorables à l'entreprise? Alors, il faut qu'on soit sûr de bien parler tous et toutes de la même chose. Un agent virtuel, vous en avez déjà rencontré, j'imagine. Ça se définit traditionnellement comme un personnage qui n'est pas spécialement un personnage humain. Hein, si vous allez sur le site de Cofidis, de CTLM, vous verrez que l'agent virtuel reprend le personnage bien connu, repris en publicité, donc qui n'a rien d'un personnage particulièrement humain. Et donc c'est un personnage qui va animer l'interface homme-machine et qui va assurer un certain type de mission qui nécessite donc en permanence une interaction avec l'utilisateur. Et donc, ces agents virtuels sont généralement incarnés, on dit qu'ils disposent d'une représentation visuelle. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi représentent ces agents virtuels.
Ce qu'il est important de comprendre quand on fait une recherche, c'est que, vous l'avez compris, je vais me focaliser sur le rôle de ces agents virtuels, leur influence qu'ils peuvent avoir sur nous, mais je dois systématiquement replacer l'étude des agents virtuels dans un cadre théorique plus large. On va vous demander de faire ça pour votre recherche. Et alors nous, en comportement du consommateur et également en système d'information, on a un concept qu'on appelle l'atmosphère d'un site web. Au même titre que l'on parle de l'atmosphère d'un magasin, quand vous allez chez Nature et Découverte, il y a une atmosphère. Quand vous allez chez Leroy Merlin, chez Lidl, se dégage une atmosphère. Eh bien, ce concept d'atmosphère, nous, on l'utilise aussi beaucoup sur Internet et on parle souvent de l'atmosphère d'une application mobile, l'atmosphère d'un site web. Et quand on veut définir l'atmosphère, par exemple, d'un site, eh bien, la littérature nous dit qu'il y a 3 grandes dimensions à prendre en compte. Les facteurs d'ambiance, les facteurs design, les facteurs sociaux. Alors, c'est quoi les facteurs d'ambiance? Si vous allez sur un site web, eh bien, vous pouvez être exposé ou pas à une musique. Si vous allez sur un site web, vous allez être exposé ou pas à des types de typographie, à des types de couleurs, à la présence de photos, d'images. Bref, tout ça, ça compose l'ambiance du site. Vous le voyez, on est sur des dimensions très sensorielles. On a une autre fonction pour décrire toujours l'atmosphère d'un site, c'est ce qu'on appelle les facteurs de design. Alors là, c'est plus ce qui fait écho aux gens qui travaillent en système d'information. C'est quoi les facteurs de design? Eh bien, c'est l'architecture d'un site. Vous allez avoir des architectures très simplifiées. Vous allez avoir des sites beaucoup plus complexes, avec des arborescences sophistiquées. Donc, concrètement, quand vous allez sur n'importe quel site, vous avez une accessibilité plus ou moins aisée à des produits. Vous avez une navigabilité plus ou moins simple. Ça fait partie de l'atmosphère. Et puis vous avez une troisième dimension, et c'est là que je veux en venir, qu'on appelle les facteurs sociaux. Alors c'est quoi les facteurs sociaux? Eh bien justement, c'est tout ce qui va sur un site web vous donner l'impression de ne pas être seul. Et parmi les facteurs sociaux qu'on peut utiliser quand on est sur un site web, on va trouver les agents virtuels ici. Mais on peut trouver également les avis clients. On peut trouver les blogs, les forums aux questions. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Je vous ai parlé de tout ça parce que, initialement, je vous ai dit on va travailler sur les agents virtuels, mais pour replacer d'un point de vue théorique ce que sont les agents virtuels, je passe par ce concept plus large qu'est l'atmosphère, et j'essaye de vous faire comprendre que les agents virtuels correspondent à une des 3 dimensions de l'atmosphère, à savoir la dimension sociale. On va essayer de générer une relation, une interaction entre l'internaute et son agent. Voilà, donc là j'ai replacé de manière plus large mon sujet par rapport à tout un corpus théorique qui existe depuis à peu près les années 2000. On parle de web atmosphère. Alors, il y a eu des tas de travaux pour démontrer que l'utilisation de ces agents avait des effets plus ou moins vertueux. On est dans la lignée des travaux, vous savez, qu'on appelle des travaux IHM, interface homme-machine. Beaucoup de ces résultats ne relèvent pas du marketing, mais peuvent venir de la robotique, des systèmes d'info, où on passe notre temps à travailler sur la qualité de ces interfaces. Et alors, vous avez des résultats plus ou moins évidents parfois, plus ou moins étonnants dans d'autres cas. Vous le voyez, les consommateurs, ils perçoivent les interfaces avec des agents virtuels comme plus attractives, plus amusantes, plus engageantes que des interfaces qui n'en contiennent pas. Bon, premier résultat. Il semble démontrer que la présence d'un agent virtuel va avoir un impact positif sur ce qu'on appelle le comportement exploratoire de l'internaute et sur son temps de présence en ligne. Donc, en présence d'un agent, il semble que vous donniez plus envie à l'internaute d'explorer le site et surtout, vous lui donnez envie de passer plus de temps. Nous, ça nous intéresse toujours en marketing parce que plus je fais passer de temps à un internaute sur un site, plus potentiellement on peut espérer que ce temps passé va se convertir à un moment donné en achat. Bon. D'autres résultats, mais j'en ai choisi qu'un nombre limité, de nouveau,
la présence d'un agent virtuel qui influence la durée de navigation, mais vous voyez là, ça contredit mes intuitions, mais pas forcément l'intention de revisiter le site, ni celle de le recommander. Quand on lit ça, et qu'on est manager, on a envie de se poser la question que vous disiez tout à l'heure, est-ce que j'investis ou est-ce que j'investis pas? Cette interface-là, c'est un gadget ou pas? Vous voyez que la littérature ne donne pas une réponse unanime. Dans vos travaux de thèse, ça sera très intéressant que vous montriez que sur votre sujet, il n'y a pas unanimité des auteurs. Parce que s'il y avait unanimité des auteurs, à la limite, il n'y aurait plus besoin de faire de thèse. Donc là, on voit qu'on a des auteurs qui nous disent « ça améliore l'attractivité », ça améliore le temps, mais c'est pas sûr que ça se transforme en achat, c'est pas sûr que ça se transforme en intention de revenir. Alors, nous, on va tester tout ça. Et comme je vous l'ai dit, une des variables à laquelle on va accorder de l'importance, c'est cette notion de confiance qui se définit dans la littérature, vous le voyez, comme l'attente du consommateur que le marchand électronique n'exploite pas sa vulnérabilité, qu'il honorera ses engagements. La confiance est un construit très psychologique. C'est-à-dire que faire confiance à quelqu'un, c'est accepter de se mettre en situation de vulnérabilité. C'est ce que nous dit cette définition. J'en profite pour vous dire que pour vos thèses, vous serez amenés à définir vos concepts. Bien évidemment, il y a toujours un choix qu'il faut justifier sur nos choix de définition, parce que ça a des impacts sur la manière dont se déroule la thèse après. Moi, ça me paraissait intéressant de retenir cette dimension psychologique de la confiance, parce qu'en effet, elle traduit bien l'état dans lequel on va se trouver à un moment donné, et le fait de lâcher un peu prise ou pas.